Bienvenue à tous dans ce nouveau live Pharmacy Lounge. Cet épisode est intitulé Activité pharmaceutique, dessine-moi 2030. Nous allons donc essayer de nous projeter dans le futur de la profession et réfléchir aux évolutions nécessaires de nos organisations pharmaceutiques. Et pour nous guider dans ces réflexions, nous sommes accompagnés ce soir de Rémi Collomb, praticien hospitalier au CHU de Nice et co-coordinateur de Think Tank Pharma. Bonjour Rémi. Bonjour à tous, toutes. Et ce soir, nous avons un deuxième invité qui est Marc Frachette, directeur en sciences de gestion et également co-coordinateur de Think Tank Pharma avec Rémi. Bonjour Marc et très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous, merci de votre accueil et de vos sollicitations. Et enfin, nous sommes comme d'habitude avec Aurélie Pasquier, notre responsable de la communication chez Pharmacy Lounge, qui va nous accompagner pendant cet échange et qui va intervenir pour toutes les questions qui seront posées sur le chat. Bonjour Aurélie. Bonjour à tous. Donc, comme Romain vient de vous le dire, je m'appelle Aurélie Pasquier, je m'occupe du marketing, de la communication et du digital chez Pharmacy Lounge. Alors, si vous souhaitez gagner du temps dans votre quotidien, si vous souhaitez protéger la sécurité de vos données et celle de vos patients, si vous êtes sensible comme beaucoup à l'infodémie et aux informations non référencées qui circulent sur les réseaux sociaux chez Généraliste, alors sachez que Pharmacy Lounge est le réseau social professionnel 100% sécurisé et éthique pour vous, les acteurs de la pharmacie, et notamment vous, pharmaciens hospitaliers. Nous sommes membres de la French Care. Pharmacy Lounge regroupe déjà plus de 1500 abonnés et plus de 30 partenaires experts de la pharmacie. Vous pouvez retrouver Pharmacy Lounge sur tous les navigateurs Internet, bien sûr, et en téléchargeant l'application depuis vos smartphones. Pharmacy Lounge propose des fonctionnalités apparentées aux réseaux sociaux généralistes avec la confidentialité en plus. L'usage reste donc très simple et intuitif. Pharmacy Lounge, c'est aussi, comme aujourd'hui, l'organisation de webinaires sur des sujets d'actualité variés pour vous accompagner au quotidien dans vos métiers. Je n'en dis pas plus, je laisse tout de suite la parole à Romain Lecointe, qui est pharmacien à Lyon. Je vous souhaite un excellent webinaire et je vous invite à rejoindre Pharmacy Lounge tout de suite après pour télécharger le livre blanc. À tout à l'heure. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de ce webinaire. Merci Aurélie pour cette présentation. Effectivement, il y a un chat, donc n'hésitez pas si vous avez des questions au cours de l'entretien. Alors commençons, messieurs. Rémi, Marc, pouvez-vous nous expliquer la naissance de ce projet Activité pharmaceutique, dessine-moi 2030 ? En fait, notre groupe, il s'est constitué finalement, je dirais de manière un peu naturelle. C'était en fin 2019. Donc, on avait organisé une formation avec Marc Frachette, donc ici présent, et André Reuter, sur la partie management, mais c'était plutôt une formation déjà sur le retour d'expérience, c'est-à-dire finalement, on n'était pas tout à fait une dizaine. On venait avec notre propre histoire et ensuite, Marc nous alimentait finalement avec sa science de gestion. Et du coup, ça nous permettait de confronter nos approches. Ça a tellement bien marché que finalement, on s'est dit qu'il fallait continuer de travailler ensemble. Donc, l'idée de faire ce groupe, pompeusement appelé Think Tank, Tank Pharma, mais de manière très concrète, l'idée, ce n'était pas de faire que des réflexions, c'était vraiment sur l'action, avec tout un panel au début, avec notamment le projet T-Rex en 2020 autour du Covid, avec un questionnaire 900 réponses, sur la vaccination, et le gros du morceau, entre guillemets, Tour de France, T-Rex, avec le laboratoire MSD, sur 5 régions, 60 projets, et du coup, finalement, est né le livre blanc, un des livrables de ce Tour de France. Alors du coup, puisque vous parlez d'action, quelles recommandations préconisez-vous dans ce livre blanc ? Donc en fait, il a 20 recommandations. L'idée, c'était de les faire un peu sur le côté méthodologie, s'appuyer. Donc c'est un retour d'expérience, mais ce qu'on appelle un peu retour d'expérience intervention. Marc, tu veux un peu développer la partie méthodo ? Oui, effectivement. Donc, le postulat de départ, c'était de vraiment avoir que des actions qui étaient à visée transformative. Ce qu'on appelle la recherche-intervention, c'est-à-dire de la recherche qui part du terrain, une recherche très inductive, et puis qui effectivement, de manière incrémentale, produit de la connaissance. Donc, le but n'était pas… On a produit un livre blanc, mais le livre blanc, on va dire que c'est une photo instantanée à un moment donné. Mais ce livre blanc, donc dedans, il y a des projets. Ces projets, ils ont vocation à être suivis, donc à être suivis d'action. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on a appelé avec Rémi cette méthode Rex intervention, pour bien montrer qu'il y avait l'idée d'une dynamique permanente, continue, avec des bilans d'étape, des photos, dont le livre blanc est finalement la première illustration. Voilà.
Et du coup, finalement, les recommandations, c'était 3 piliers, finalement, le socle de la maison. C'était la partie innovation, parce que finalement, on est un plafond de verre et on voit que si on fonctionne, si on ne sort pas de manière un peu différente, ben, on va pas y arriver. La partie attractivité, comme partout, on le voit côté pharmacien, côté préparateur, il y a un vrai souci de l'attractivité, de la pharmacie au sens large, y compris la pharmacie hospitalière. Et le troisième, c'était une nouvelle organisation, effectivement, sur un peu la gestion des tâches. Et après, on a décliné finalement 3 grands axes: organisation, management, les soins pharmaceutiques et la production. Parce que pour reprendre un peu la genèse, depuis début des années 2010, avec ce groupe de pharmaciens, on interagissait. Donc on faisait, voilà, on agissait sur les organisations, on regardait, on diagnostiquait les organisations, on essayait d'aligner des stratégies de projets de pôle, de projets de services, et puis de mener des transformations, de les mesurer de manière scientifique. Et puis donc en 2019, quand on s'est rencontrés à l'occasion de la formation dont parlait Rémi tout à l'heure, on s'est dit, bon, ça ne peut pas s'arrêter là, il faut qu'on arrive à concrétiser quelque chose et à lancer ce groupe. Alors, ce groupe qui a vocation à s'étendre et à se transformer en une communauté finalement. Et l'idée de départ, c'était le pharmacien, finalement, en tant qui a une position très transversale dans les établissements de santé et en ville également, comment, à partir finalement du pharmacien, on pouvait proposer des pratiques managériales transposables, utilisables bien sûr au sein des pharmacies, mais également avec, là on interagit avec des directeurs, avec des industriels et bien évidemment avec les services cliniques, qui était un des axes des recherches qu'on a menées depuis toutes ces années avec Rémi, avec André et puis avec certains membres du Sank Pharma. Voilà. Et je vois qu'Aurélie, on a une question sur le Oui, chat. tout à fait. Mais Marc vient d'y répondre en partie. Alors, la question était, les recommandations sont ambitieuses, mais sont-elles transposables à toutes les équipes ou uniquement aux établissements? Non, on les a vraiment construites. La plupart, c'est issu du projet T-Rex, hein, donc le Tour de France. Donc là, il y avait vraiment toute structure, public, privé, petit établissement, CHU, psy, CCR, etc. Donc c'était vraiment le total. Il y a certaines recommandations, par exemple, tout ce qui, à part le côté vraiment production, je dirais pur, donc des préparations stériles un peu pointues, voilà. Donc là, c'est par définition un peu des plus gros établissements. Mais le cœur vraiment, c'est la partie organisation, management ou la gestion du temps. Donc on a voulu vraiment systématiquement s'assurer qu'au contraire, c'est transposable vraiment à toute équipe. Tout à fait. Il y a des projets qui sont très techniques, avec des expertises techniques que les uns ou les autres peuvent avoir, mais effectivement, l'idée de départ, c'est la méthodo en organisation, en sciences de l'organisation et en sciences de l'ingénieur. C'est-à-dire qu'effectivement, ça doit être tout terrain. On doit pouvoir plutôt qu'effectivement de rester dans des postures managériales très, comment dire, applicatives. C'est vraiment d'avoir une posture managériale qui est un peu plus, je ne voudrais pas être trop pompeux, mais un peu plus scientifique. Et vous êtes des scientifiques, les pharmaciens. Donc cette approche à partir de l'observation des faits, nous on observe beaucoup les dysfonctionnements des organisations pour construire des projets qui émergent à partir de ce qu'on observe sur le terrain, qui est donc une manière de procéder qui est inverse à un mode un peu administré qu'on connaît tous dans nos grosses organisations. Donc l'idée de départ méthodologique, elle est vraiment là. Donc oui, c'est adaptable à tout type de terrain. C'est absolument adaptable à tout type de terrain. Mais après, il faut un petit peu bosser, préparer les protocoles, regarder ce qui se dit. Et puis, en fonction de ce qu'on observe, on dit, bon, OK, on va mettre en place tel protocole de retour d'expérience, d'intervention, de transformation pour que l'organisation fonctionne un petit peu mieux. Voilà. Et je vois que dans le chat, on a aussi une question, et forcément ça devait arriver, sur les ressources humaines. Aurélie? Oui, tout à fait, une question sur les ressources humaines. Comment trouver face à la situation compliquée actuellement? Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de pénurie de médicaments, mais aussi on peut faire l'analogie, alors l'Écosse on va pas, mais côté problème de ressources. Donc il y a à la fois effectivement, on l'a vu, des postes vacants. Donc là, par exemple, la commission pharmacien CHU, on a fait
On a identifié un peu le nombre de postes, mais l'ordre aussi avait communiqué un grand nombre par rapport à ça. Il a les étudiants qui travaillent sur l'attractivité dès la formation initiale, sortant de PACES, etc. Donc, il y a eu plusieurs structures où effectivement, au bout du bout, il y a eu moins d'arrivées, d'une part. L'autre problème, ou en tout cas, c'est problématique plutôt, c'est la fidélisation. L'idée, c'est de donner envie aux gens de rester avec nous. Donc là, il a toute la partie gestion d'équipe. Donc effectivement, pour ces projets, on a besoin de ressources humaines ou de prioriser du temps. En fait, on a les deux, hein, ressources temporelles et autres. Mais souvent, dans les formations qu'on fait, on met le schéma qu'on aime bien, donc c'est la charrue avec les roues carrées. Et on voit les gens qui tirent comme ça avec les roues carrées. Quelqu'un qui arrive avec les roues rondes, il dit non, non, j'ai pas le temps de changer. Et l'idée, c'est ça. Il faut vraiment, je pense, se poser parce qu'autrement, on va dans le mur. Et là, et quand on parle d'équipe pharmaceutique, c'est là aujourd'hui, directement, on parle pharmacien, mais il ne faut pas oublier les préparateurs. Il y a un vrai changement de mission, un vrai binôme pharmacien-préparateur, que ce soit la pharmacie clinique, la production, la logistique, peu importe. Mais voilà, il y a vraiment ça aussi à creuser. Quelles que soient nos activités, je pense que la pharmacie a vraiment des atouts. Les activités bougent énormément. Donc là, nous, c'est pour ça qu'on s'est projeté que, entre guillemets, en 2030, hein, parce qu'autrement, on n'a pas de vision. Et on le voit avec la pharmacie clinique, avec les nouvelles missions, par exemple le renouvellement des prescriptions. On le voit avec l'intelligence artificielle, on le voit avec la simulation. Voilà, il y a énormément qui bouge. Et du coup, je pense que ça fait aussi partie de l'attractivité pour les jeunes et les moins jeunes. Parce que l'idée aussi, c'est de nous renouveler, nous aussi, les plus anciens. En fait, l'attractivité, c'est une question de qualité managériale dans la durée. Mais il n'y a pas de baguette magique. C'est-à-dire qu'on peut refaire l'histoire, PACES, la pertinence des modalités de recrutement, de la démographie. Mais au bout du bout, finalement, la bonne nouvelle, c'est que toute organisation a une forme d'élasticité qui est importante. Mais pour redonner cette élasticité à une organisation, il faut vraiment faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que déjà, il faut poser un bon diagnostic du fonctionnement de l'organisation. Nous, on travaille souvent sur 6 thématiques, les conditions de travail, l'organisation du travail, tous les dispositifs de communication, de concertation, la manière dont on gère le temps, dont on forme les gens, la clarté de la stratégie. Donc, on balaye des thèmes, des sous-thèmes. Puis quand on a vraiment posé un diagnostic, donc le REX, le retour d'expérience, est une forme de diagnostic. On peut faire du diagnostic organisationnel aussi. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, méthodiquement, on va mettre en place des actions qui, sur du court terme et sur du long terme, parce qu'il n'y a pas de baguette magique, vont redonner de l'attractivité. L'attractivité, le turnover sont une des causes de ce qu'on appelle les coûts cachés d'une organisation qui sont importantes. Le problème, c'est que ça n'entre pas dans les bilans comptables. Donc, tant qu'on n'a pas été au pied du mur, finalement, on faisait avec. Puis maintenant qu'on est un peu dans le mur sur ces aspects, notamment RH, comment on fait? Là, il faut changer de logiciel, il faut vraiment prendre le temps de diagnostiquer les organisations et puis ensuite, méthodiquement, de mettre en place des actions ordonnées, ordonnancées. Et là, il y a besoin de toutes les bonnes volontés, hein, les administratifs, les pharmaciens, les soignants, l'encadrement, les médecins. On n'est pas sur une solution segmentée technicienne, on est vraiment sur quelque chose qui doit être systémique. Mais ça marche, on arrive à redonner de l'attractivité. Alors, en période de pénurie, parfois on va un petit peu aller prendre des ressources chez les voisins peut-être. Mais bon, en tout cas, le but est de garder, comme disait Rémi, de garder les gens, de garder les internes, de pérenniser des postes. Et tout ça, ça demande du temps. Donc finalement, c'est quel temps managérial on consacre méthodiquement pour, en 2-3 ans, remettre à flot une organisation et gagner des heures. On ne gagne pas des ETP, hein, ça existe, ça c'est un indicateur agrégé. C'est combien on gagne d'heures, voilà. Combien on ramène d'heures sur l'organisation existante et puis en pérennisant un petit peu des postes. Donc c'est un travail passionnant et harassant à la fois. Les managers qui sont présents doivent bien comprendre ce qu'on se dit. Parce que souvent, en fait, on oppose le côté méthodo et le côté agilité. On se dit, si on est méthodique, on va être rigide. L'agilité, il faut être fun et impulsif. Et non, en fait, c'est la méthodo qui permet l'agilité. Parce qu'autrement, on s'épuise, on teste, on n'a pas le temps d'évoluer, etc. Donc, l'idée, c'est comment finalement combiner une bonne méthodo
Donc là, on va se faire accompagner, une partie de l'équipe va se faire accompagner par la NAP, par exemple, qui a fait un appel à projet sur l'intelligence collaborative. Et l'idée, c'est ça, c'est comment finalement raisonner de manière différente, mais en se basant sur une vraie méthode, que ce soit la NAP, les sciences de gestion, de marque, notre propre expérience. Donc l'idée, c'est de combiner finalement tout ça. On le voit sur les nouveaux modèles, donc on l'entend avec les différents rapports, le rapport Clarisse, le Ségur, etc. Là, si je reprends que la casquette niçoise, voilà, donc on a changé de direction récemment. Donc avec l'arrivée de M. Bourré, Rodolphe Bourré, qui a monté vraiment un modèle un peu particulier à l'hôpital de Valenciennes. Et là, on va regarder finalement comment on va pouvoir le transposer côté CHU de Nice. C'est-à-dire un côté délégation, côté agilité, mais avec des vraies responsabilités, une vraie gouvernance. Donc, ce n'est pas une délégation autonome, pas de vision. C'est au contraire, c'est à la fois hyper touchy, mais qui peut donner le côté agilité, mais avec des très fortes responsabilités, parce que par définition, on a les deux. Donc, l'idée, voilà, il n'y a pas de blanc et de noir. Il a, comme l'a dit Marc, il n'y a pas de baguette magique. Il faut se l'approprier, chacun son modèle, chacun avec son vécu. Et le côté un peu microcosme du pharmacien, je pense que ça peut être utile au niveau de nos établissements, quelle que soit la taille des équipes, quelle que soit la taille des établissements. Parce que finalement, on a énormément d'activités différentes dans nos pharmacies hospitalières. Donc finalement, on a plein d'équipes. On est très interpro. On est des pharmaciens, des préparateurs, des manus, des secrétaires, d'administratifs. On a vraiment de tout. On propose aussi l'arrivée de nouveaux métiers dans les recommandations, que ce soit le profil ingénieur, que ce soit des ingénieurs qualité, de l'ingénierie, je dirais même logistique ou du ligne ou autre. Donc, il faut vraiment se réinventer nous-mêmes, soit en double casquette. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra y arriver. Et si on peut, nous, côté pharmacien, équipe pharmaceutique, tester des modèles et ensuite les proposer au sein de nos établissements, c'est toujours valorisant pour notre profession, en fait. Ce que disait Rémi sur l'exemple valenciennois qui va être transposé à Nice, effectivement, ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire vraiment de manière très structurée, revoir les délégations, les préciser, vraiment faire les choses de manière responsabilisante et structurée. Tout ce qu'on est en train de se dire, ce que je vous disais tout à l'heure sur les coûts cachés, ça ne sort pas d'un chapeau. C'est-à-dire qu'il y a des labos qui travaillent dessus. Moi, je cite l'Institut socio-économique des entreprises d'organisation de Lyon. Il y a 2200 cas d'entreprises donc ont validé cette ingénierie des coûts cachés et de la recherche-intervention que nous, on transpose avec Rémi en Rex Intervention. Donc, c'est des choses qui sont robustes en ingénierie sociale ou socio-économique. Donc, ça, c'est pour donner un petit message d'espoir. Tout ça, c'est actionnable, que c'est pas... Voilà. Mais pour rebondir sur ce que disait Rémi, quand on discute des pharmaciens avec des universitaires en sciences de gestion, ils disent, mais c'est un métier qui est très particulier. C'est-à-dire qu'il a accumulé des missions, un nombre de missions énorme, avec beaucoup d'agilité dans le temps et dans l'organisation des missions. Il y a beaucoup de contenu, mais le contenant n'est pas toujours très clair. Donc, ça pose un problème de visibilité, d'autant plus que vous êtes moins nombreux que les médecins et les soignants. Donc, effectivement, d'où l'idée de porter ce projet avec ce groupe pour effectivement dire, voilà, nous, on veut apporter notre pierre à l'édifice en termes de management, et il y a des particularités pharmaceutiques qui fait que le pharmacien peut être un aidant en management. Alors, messieurs, là, vous nous avez vendu de la théorie, des observations. Marc, je vous ai entendu parler d'actionnables. Donc, comment concrètement ces recommandations peuvent être appliquées sur le terrain concret des pays, voire des établissements de santé? Alors, dans les retours des 60 projets dont Rémi parlait tout à l'heure, donc déjà, il y a eu des appels à projets, des personnes qui nous ont transmis des projets, on les a étudiés, on les a regardés, donc dans différents domaines. Moi, dans le domaine qui m'intéresse le plus, il y a eu donc tout ce qui était organisation et management, des projets RSE, des projets sur des processus, voilà, des projets qui agissaient plus sur l'organisation même des choses. Rémi citait la NAP, il y avait des projets qui avaient travaillé aussi avec la NAP. Il y avait des projets de formation, de développement des personnels, donc des choses très concrètes. Donc, il y a eu cette première itération. Le but, c'est aussi de continuer, c'est-à-dire quelque part, c'est de voir quelques mois après ou un an après, qu'est-ce qu'ils sont devenus concrètement et de l'analyser, de regarder vraiment, de diagnostiquer ce qui s'est passé.
Donc, c'est finalement apprendre en marchant avec un peu de méthode et de regarder comment ces projets évoluent et comment ça donne envie à d'autres de venir proposer eux aussi leurs propres projets. Voilà, donc moi, dans le champ qui m'intéresse, on était vraiment sur la réorganisation des métiers, la gouvernance, les principes de délégation, la RSE. Bon, et puis après, il y avait tout le champ des soins pharmaceutiques, des processus plus techniques. Mais là, Rémi en parlera beaucoup mieux que moi. Disons que les recos, chaque fois, on a essayé vraiment d'être le plus concret possible. Donc l'idée, c'est pas des recos comme ça. Quand on dit être innovant, bah, ça veut tout dire et rien dire. Donc pour chaque recommandation, en fait, il y a un peu des fiches où on a mis la problématique, la démarche, pas mal de liens hypertextes, parce que du coup, il y a quand même beaucoup de retours d'expérience. Par exemple, les articles 51, voilà, il y a quand même énormément de projets. Comme ça, le livre, finalement, il y a tout à un instant donné. Après, il faudra le réactualiser, bien sûr. Mais voilà, donc l'idée, c'est d'avoir le maximum d'outils, les projets qui ont été déposés. Qu'est-ce qu'on attend, finalement, de l'action, c'est-à-dire, finalement, les livrables, et le côté perspective. Dans la perspective année 2030. Voilà, donc on a essayé de faire vraiment des recommandations. J'aime pas le côté fiche boîte à outils, mais l'idée, c'est voilà, que ça soit vraiment le plus clair possible. Et là, du coup, maintenant, l'étape, ça va être justement d'accompagner les établissements qui vont développer tel ou tel reco par rapport à leur propre projet, hein, bien évidemment. Et l'idée, c'est ensuite de les valoriser, toujours pareil, de les transposer, d'en tirer finalement qu'est-ce qui est vraiment très environnement dépendant. Donc très contexte, entre guillemets, donc du coup un peu difficile à transposer, ou au contraire, là par exemple, là, avec le côté accompagnement, donc avec la NAP, on va être 5 établissements, on va comparer finalement comment on va gouverner nos pôles, et du coup, voilà, mais il n'y aura pas une seule solution. Il y aura 4-5 solutions, puis on va dire, voilà, ça c'est avantageux, est-ce qu'on fait des services, pas des services, est-ce qu'on fait un seul service dans un pôle, plusieurs services, comment résonne cette partie. On va faire une journée Lean pour le côté Lean Pharmacie, pour essayer justement de voir comment finalement le Lean peut rentrer dans le côté pharmacie, avec le bon sens du terme, c'est-à-dire certes la performance, mais au bénéfice des agents, hein, donc c'est pas non plus... fouet, hein, le Lean, c'est pas du tout ça. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'être chaque fois avec des conseils d'accompagnement. Finalement, on raisonne en grandes étapes d'accompagnement, c'est-à-dire quel est le diagnostic, que ce soit un processus ou que ce soit une organisation, de prendre le temps de poser le diagnostic, comme on le disait tout à l'heure. Après, c'est comment on constitue le groupe projet, comment on construit le projet, puis comment on le pilote. Il y a quelques équipes qu'on a accompagnées un petit peu plus en profondeur, où justement on a été amené à régler un peu les choses. Alors, dire attention sur le diagnostic, on en est là, il risque de se passer ça ou ça, réajuster, on en rediscute, voilà. Donc, sur du principe essai-erreur, mais avec un regard un peu méthodologique, en faisant intervenir aussi des jeunes praticiens, parce qu'il y a les mentors, les membres du Sank Pharma qui ont roulé leur boss en management, mais il y a aussi des jeunes praticiens qu'on est amené à faire évoluer, parce que c'est eux qui vont prendre leur lait rapidement, j'espère. Et donc, pour ce qui me concerne, mais voilà. Et du coup, où peut-on trouver toutes ces ressources? Parce que vous citez des projets, voire de boîtes à outils, où on peut aller? En fait, il y a le livre blanc, on vous a mis le lien dans le côté conversation, et puis après, de toute façon, vous pouvez également le télécharger. Puis après, on l'a mis dans l'espace Pharmacy Lunch. Donc l'idée, c'est de pouvoir échanger, hein. Je pense que vraiment, le lien avec Pharmacy Lunch, il semble évident, entre guillemets. C'est-à-dire que nous, l'idée, c'est, côté think tank, c'est de s'ouvrir, hein, Marc l'a dit au tout début, et d'évoluer vers une communauté de pratique. La communauté de pratique, ça a un vrai sens. C'est pas un groupe de comptoir, quoi. C'est voilà, on travaille ensemble. Voilà, il y a une vraie sens derrière, que ce soit la NAP ou le côté canadien. Donc il y a vraiment un sens là-dessus pour continuer ce partage, parce que finalement il y avait un peu un trou dans la raquette, hein. On a les syndicats, on a l'ordre, on a les sociétés savantes, on a les CPCHU, voilà, différentes choses. Mais finalement il manquait à notre avis, hein, ce côté professionnel, ce côté entraide, mais de manière structurée et soutien méthodo. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est de consulter sur l'espace Pharmacy Lunch et de continuer à communiquer, notamment à travers cet espace qui nous paraît adapté. Parce que finalement, en management, il y a quelques concepts, outils et méthodes, mais comme je le disais tout à l'heure, il faut surtout garder un regard scientifique.
ce qu'on appelle le regard du praticien-chercheur. Vous êtes des scientifiques, vous avez été formés comme ça, raisonnez comme des pharmaciens quand vous observez une organisation. Nous, on peut être là entre pairs, finalement, dans cette communauté pour échanger. On l'a fait la semaine dernière en congrès, Rémi était là, etc. On peut le faire dans d'autres espaces pour justement poser les bons diagnostics, construire correctement les projets, les suivre, et puis par itération comme ça, d'avancer tous ensemble et de créer finalement un corpus managérial à partir des pharmaciens, mais qui serve un peu à tout le monde, parce qu'il y a quand même besoin un peu de dépoussiérer le management, on va se dire les choses. Et Aurélie, qui est très réactive, a mis le lien dans le chat, et il y a une question, Aurélie. Oui, justement, sur le management, Marc et Rémi, faut-il une formation particulière pour appliquer ces recommandations? Alors, pour les appliquer, je dirais non. Pour savoir manager et organiser, oui. Parce qu'en fait, nous, on l'a pas reçu, hein, formation initiale, formation continue, la formation management, c'est très, très variable. De plus en plus, dans nos établissements, il y a des sessions de formation qui sont faites, mais c'est souvent quand on est déjà en poste et c'est chef de pôle, la direction, voilà, là-dessus. Et finalement, c'est trop tard. Parce que l'idée, c'est d'être formé avant de prendre le poste. Et du coup, l'intérêt aussi, l'autre volet qu'on a moins détaillé aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est la formation aux jeunes, ce qu'on appelait le programme Team Management, où on a fait justement 4 séminaires de 2 jours, puis là, on va faire la deuxième session, encore 3 séminaires de 2 jours, avec du management, mais des mises en situation, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment gestion de projet, mise en situation, mais à minima, il faut une certaine formation, puisqu'en fait, travailler avec les équipes, le côté relations humaines, manager, c'est pas un titre, en fait. On va pas vous nommer manager, en fait. C'est un métier, c'est une formation, et du coup, ça s'apprend, je dirais, comme pharmacien, il faut apprendre. On peut être un super pharmacien, un super organisateur, mais sans être manager. Mais l'idée, c'est, voilà, mais c'est pas grave. Voilà, c'est une fonction, un rôle à jouer qui nécessite une formation. Je pense que, à la fin, j'ai eu l'occasion de former des gens en licence, maîtrise, etc. Mais je pense que, c'est pas du tout par flagornerie que je vais dire ça, vu l'agilité que vous avez dans vos organisations, on peut aller relativement vite. Disons qu'avec la taille d'un volume horaire d'un DU, on peut déjà faire pas mal de choses. Et finalement, votre mode de formation en médecine pharmacie, qui est un mode par compagnonnage, on passe un concours, on met les pieds dans le terrain, on repasse un concours, on est externe, on est interne. Le management, ça devrait s'enseigner comme ça. Je vois à l'IAE à Lyon, Henri Saval a voulu que ce soit comme ça, que ce ne soit pas un modèle. Vous êtes formé en 4 ans, vous avez un coup de tampon, vous êtes manager pour la vie. Ça c'est, je pense qu'on a touché les limites de ce type de modèle. Donc, ça veut dire que par itération entre quelques heures de formation méthodologique et de l'essai-erreur et du travail entre pairs, et finalement, c'est un peu ce qu'on veut faire avec cette communauté, on peut aller assez vite. Il faut avoir envie de manager, il faut avoir envie de s'occuper d'équipes, il faut avoir envie de collaborer avec tout le monde, les médecins, les soignants, les directions. Et puis après, il faut quelques bases méthodologiques bien posées. Et puis on commence, on l'a vu avec les jeunes dont on s'est occupé, Rémi en parlait à l'instant, on a commencé pour les plus jeunes, c'est du pilotage de projet. Puis après, c'est du pilotage d'équipe. Puis après, on passe à l'étape d'après, les services, les pôles. Puis on a maintenant des pharmaciens directeurs des opérations. Voilà. Donc, c'est une itération tout au long de la vie. Mais voilà, quand on a envie, un peu d'agilité, un mode de formation adapté, à la fois robuste et adapté, on peut y arriver, on en est convaincu. Et du coup, tout à l'heure, vous avez dit que 2030 était la première étape. Quel va être le futur de ces différentes approches? Alors 2030, ça sera quand même une grosse étape. Une première. Donc, grosso modo, ça va être. On se donne justement, donc là on est en 2023, 1-2 ans pour bien amorcer, et puis après on arrivera à évoluer. Ça va encore bouger jusqu'en 2030. Donc là, l'objectif, c'est vraiment accompagner les projets. Il y a 2 choses. Il y a accompagner les projets et grandir en communauté de pratique. C'est les 2 enjeux majeurs de notre groupe. En sachant que tout le monde ne va pas pouvoir travailler sur l'ensemble des thèmes. Donc là, on est en train de voir justement le côté un peu pilotage, RSE, HAD, clinique, organisation, management, gouvernance, etc. Donc ça, voilà à peu près les grandes étapes.
Donc, vous le verrez sur le livre blanc, on a essayé de tout résumer finalement sur un seul schéma, sous forme un peu de spirale. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, on était petit, une réflexion, et l'idée, c'est de cranter comme ça, de manière et autre, mais toujours avec la spirale quand même, je dirais, ciblée et bien centrée sur la méthode. Donc, on garde ce côté axe fil rouge, je dirais, ou fil dur, axe rouge, je dirais plutôt en termes de méthodo. Mais après, on crante, que ce soit en termes de nombre de participants et de projets pour justement monter en puissance, entre guillemets. Une innovation managériale met plusieurs décennies à arriver. On l'a vu, on est encore un peu compartimenté, un peu à la mode Taylor, hein, donc les choses vont pas si vite que ça. Finalement, je dirais que la première étape de ce think tank, ça a été de partager des pratiques ensemble, d'essayer de stabiliser un certain nombre de concepts, outils, méthodes, de les pratiquer ensemble. Hein, on les pratique ensemble au sein des équipes du think tank. Puis après, comme le disait Rémi, c'est d'augmenter cette communauté. Donc, il y a les jeunes, le programme Team Management. Il y a aussi continuer à ce que ce groupe se structure en termes de pratiques managériales. Et puis, il y a des thématiques. Rémi a cité l'HAD, la RSE. Après, il y a des choses plus thématiques qui sont abordées. Donc, c'est tout ça qu'on essaie de pousser en même temps. Une gouvernance managériale, du partage de pratiques, faire monter en puissance la communauté et les jeunes, et puis travailler des projets plus spécifiques. Aurélie, est-ce que nous avons des questions pour conclure, pour respecter le timing de ce live? Alors, je vois que 2 participants sont en train de rédiger actuellement des questions dans le chat. Si vous voulez bien les poster, chers participants, ce serait super pour que nos invités y répondent. Ça tourne. Ça tourne, tu vois également. Ou éventuellement, ils peuvent prendre la parole, non? Si c'est possible. Oui, bien sûr. N'hésitez pas à ouvrir votre micro. Ah, c'est très bon. Vraiment inspirant, ce qui nous manquait pour accompagner l'évolution de nos pratiques. Ce sont plutôt des commentaires. Bravo Rémi, Marc, pour votre détermination sans faille. C'est gentil, mais n'hésitez pas à challenger. Hein, dire. On l'a dit, mais on le répète. Hein. Là, on est 2 parce que le webinaire, c'était difficile de faire avec plus que 2 personnes. Il y a tout un groupe derrière. Hein. Donc, voilà. Donc, vous retrouverez toute la composition. On est 14 dans le think tank et Virginie nous a énormément aidé aussi. Il a Hélène également. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un vrai groupe derrière. Hein. Aujourd'hui, on est juste les représentants de façade. Parole. Eh ben, je vous propose qu'on conclue ce live pour respecter le timing imposé. Donc, merci Rémi et Marc pour nous avoir éclairés sur ces grands changements à venir pour notre profession. Et si vous souhaitez en connaître plus sur le sujet, je vous invite à aller découvrir le livre blanc qui est disponible sur l'espace Pharmacy Lounge. Et je rappelle, ça s'appelle Activités pharmaceutiques hospitalières, Dessine-moi 2030. Merci Aurélie pour votre participation et la gestion des questions posées via le chat. Et on vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain live. Merci, à bientôt.